Bonsoir à tous et bienvenue dans le 19-20. Dans l'actualité régionale, ce soir, le procès du meurtre de la gérante d'un camping en Haute-Savoie. Les faits remontent à novembre 2013. 5 hommes seront sur le banc des prévenus demain. Ils sont notamment accusés de vol avec violence ayant entraîné la mort. 60 000 articles de contrefaçon détruits en Savoie aujourd'hui. Un message fort des douanes de Chambéry à l'attention des éventuels acheteurs d'articles contrefaits qui s'exposent à de sérieuses amendes. Et puis nous irons à la plage de Grenoble où s'entraînent les Monkeys. Leur sport, l'Ultimate Frisbee, la version compétition du frisbee de loisirs, à découvrir en fin de journal. Journal après lequel vous retrouverez l'édition nationale présentée ce soir par Catherine Matoche avec 2 grands titres. François Hollande promet une baisse d'impôts en 2017 pour les classes moyennes. Dans un long entretien aux Échos, le quotidien économique, le président semble déjà entrer en campagne. Et puis nous irons au Mont-Saint-Michel où les coureurs s'apprêtent à prendre le départ du Tour de France. C'est samedi. Dans les Alpes, on ouvre avec un dossier justice et l'ouverture demain du procès de 5 hommes impliqués dans un cambriolage qui aurait mal tourné en novembre 2013 au camping de La Tuile, c'est près d'Annecy en Haute-Savoie. Alors qu'ils prenaient la fuite, l'un d'eux aurait abattu la gérante du camping, une mère de famille de 54 ans. C'est son niveau de responsabilité que la justice tentera de déterminer. Ariane Comsavary, Christian Mathieu. La saison d'été a déjà bien commencé au camping L'Idéal, sur les hauteurs du lac d'Annecy. Les touristes sont nombreux. Difficile d'imaginer qu'ici même, il y a 2 ans et demi, la gérante du camping familial a été tuée par des cambrioleurs. Il est plus d'1h du matin, le 11 novembre 2013, lorsque des hommes armés et cagoulés s'introduisent au premier étage de cette maison. Surpris, le couple de gérants réagit vivement. Les malfaiteurs prennent la fuite. L'un d'entre eux tire en direction de la porte d'entrée avec un fusil à pompe. C'est, dit-il, pour faire peur. C'est pour impressionner, pour dire « ne nous suivez pas ». Voilà. En gros, c'est pour faciliter la fuite. C'est son réflexe. À aucun moment, il ne se doutait qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Derrière la porte, Nicole Communal-Tournier, 54 ans, est tuée sur le coup. Elle laisse un mari et 3 filles, aujourd'hui encore traumatisées. Nicole Communal-Tournier avait un rôle fondamental, c'était la pierre angulaire de la famille. C'était sur elle que tout reposait, qu'on venait voir, ce qui est extrêmement classique dans les familles, d'autant plus dans une famille aussi soudée que celle-ci. Les 5 cambrioleurs, tous originaires de la région, sont interpellés 5 mois plus tard. Aux enquêteurs, ils raconteront qu'ils espéraient trouver dans la maison 500 000 € en liquide. À partir de demain, les 5 malfaiteurs seront jugés pour tentative de vol avec violence ayant entraîné la mort. Ils encourent tous 30 ans de prison. Ont-ils tous pour autant la même responsabilité dans la mort de Nicole Communal-Tournier? C'est ce que la Cour devra déterminer. Ce fait divers troublant qui soulève des questions de sécurité aux abords des écoles. Un homme ensanglanté, poursuivi par 2 individus, a fait irruption dans une cantine scolaire de Grenoble. Fort heureusement, les enfants n'étaient plus sur place. Des faits survenus le 21 juin dernier. Toutes les précisions à lire sur notre site alpes.france3.fr. Social, les salariés d'Ecopla gardent malgré tout l'espoir de reprendre leur société en scope. L'entreprise italienne désignée comme repreneur n'est pas encore venue sur place récupérer les machines-outils qui fabriquent des barquettes d'aluminium. Les employés occupent toujours les lieux à Saint-Vincent-de-Mercuse en Isère. Ils ont déposé un recours devant le tribunal de commerce de Grenoble. Anne Ediard, Gilles Ragry. Je serai à vos côtés dans cette bataille et je serai à vos côtés même s'il faut peut-être désobéir un petit peu. Les pouvoirs publics et élus de la région soutiennent sans réserve le collectif SCOP Ecopla. Ils ne comprennent pas la décision du tribunal de commerce et espèrent qu'en appel, il reviendra sur sa position pour faire prévaloir l'emploi sur les intérêts des créanciers. Donc il faut bien comprendre que cette décision, elle va avoir des effets directs puisque dans un cas, on maintient une activité industrielle en France qui paiera des impôts et dans l'autre cas, on va malheureusement précipiter les gens vers Pôle emploi. Donc il y a un moment donné, au niveau de l'ordre de priorité, il faut savoir véritablement ce qu'on veut. En première instance, le tribunal de commerce a tranché en faveur d'un chèque d'1,5 million d'euros promis par le groupe italien Cookie pour la reprise des outils et des presses. Tout le monde ici croit que l'appel peut encore tout changer. Je pense d'abord que la combativité des salariés est exemplaire et que le recours formé sur le plan juridique
est particulièrement fondée. Je crois aussi que à ce niveau d'instance, devant la Cour d'appel, la notion d'intérêt général peut et doit prévaloir. En attendant, l'appel des salariés n'est pas suspensif. Les Italiens peuvent à tout moment venir chercher les machines. C'est le danger. On va appeler des gens pour qu'ils viennent nous aider. Les élus nous ont proposé aussi de venir le jour où ça va se passer. On verra si on est prêt à mettre le bleu de chauffe. Ouais. Vous les laisserez pas faire? Ah non, on ne laissera pas faire. Pour les ex-Ecopla, le combat n'est pas terminé, d'autant qu'ils ont des doutes sur la réalité de l'offre italienne. Le groupe serait en grosse difficulté financière depuis plusieurs années déjà. 60 000 articles de contrefaçon ont été détruits à la déchetterie de Chamoux-en-Gelon, c'est en Savoie aujourd'hui. C'est 7 fois plus que l'an passé à la même époque. Une opération spectaculaire et un message clair des douanes de Chambéry qui rappelle au passage les conséquences néfastes du marché des produits contrefaits. Nathalie Rapuc, Frédéric Pasquette. Vous avez les cigarettes là, c'est ça, hein? D'accord, donc on va les passer directement dans le broyeur. C'est ici que les marchandises de contrefaçon sont détruites sous le contrôle des douaniers. Mais ces produits d'une valeur estimée à 1 700 000 € ne sont pas perdus pour tout le monde. Le but ici est de valoriser chaque matière. Notre chaîne va faire du combustible pour les cimentiers, donc on a de la valorisation énergétique. Et la plupart des déchets qui sont emmenés aujourd'hui par la douane vont être détruits dans ce cadre-là. Dans ces cartons, des cigarettes de l'étranger, des coques de téléphone ou encore des chaussettes. Les produits varient à chaque prise. On trouve beaucoup d'articles de maroquinerie, on trouve beaucoup de matériel de téléphonie, on trouve des parfums, on trouve aussi beaucoup de médicaments, du Viagra. À l'approche des vacances, les douanes veulent marquer les esprits en rappelant que contribuer à ces marchés de contrebande ou de contrefaçon porte atteinte aux entreprises qui investissent en recherche et développement et au revenu fiscal de l'État, mais pas seulement. C'est aussi une atteinte au marché du travail, puisque cela fait un certain nombre de milliers d'emplois, aujourd'hui évalués autour de 33 000, qui ne sont pas créés du fait de l'existence d'un marché parallèle de produits contrefaits. Voyager tranquille, c'est le nom de cette campagne de communication des douanes. Acheter un produit contrefait est un délit passible d'une amende qui peut être 3 fois supérieure au prix d'origine du produit contrefait. Des Auvergnats dans le Vercors. Une délégation du futur parc de l'Aubrac s'est rendue sur le plateau ces jours-ci pour s'inspirer de l'expérience de leurs homologues isérois qui gèrent l'un des plus anciens parcs régionaux du pays. 3 jours de rencontres et d'échanges très constructifs pour ces visiteurs qui espèrent leur label dès l'année prochaine. Joël Serroni, Grégory Lespinasse. Bon, il est peut-être moins dense que sur l'Aubrac, je dirais. Ah, pas celui-là. Ah bon ? Là, il y a beaucoup de feuillus. Ouais, il y a des légumineuses. C'est les vaches qui doivent être heureuses. Là. Ce groupe d'élus, de techniciens et de professionnels du tourisme porte le dossier du futur parc naturel régional de l'Aubrac. Voilà 10 ans déjà qu'ils travaillent sur ce projet de territoire. Dans la dernière ligne droite, et avant de finaliser leur labellisation, ils sont venus rencontrer les acteurs du parc du Vercors. L'idée, c'était de voir un petit peu nos conclusions, les comparer avec leur expertise à eux, puisqu'ils sont là depuis 50 ans, et de voir chez eux s'il y avait des facteurs de réussite qu'on aurait pu nous mettre dans notre propre démarche. Pendant 3 jours, ils sont allés à la rencontre des acteurs d'un territoire qui s'est engagé depuis 1967 dans la démarche qu'ils entreprennent aujourd'hui. Un temps de visite et d'échange sur les moyens de fédérer toutes les énergies pour promouvoir une région à très forte identité. On est identifié par eux comme étant un territoire qui a peut-être pu apporter des réponses à des questions qu'ils se posent. Donc ça c'est gratifiant pour nous. Mais c'est toujours c'est l'échange aussi, ce qui naît de l'échange qui est gratifiant, qui est intéressant. Ça nous permet de clarifier les choses dans notre propre tête avant de les passer à d'autres. Donc c'est un exercice qui est toujours très, très intéressant, la pédagogie. La labellisation nous amène quelque part à consolider un terroir. Et l'expérience est transposable car les montagnes de l'Aubrac, dans le sud du Massif central, ont de nombreux points communs avec le massif du Vercors. Leur agriculture de montagne, leurs stations de sport d'hiver et leurs produits du terroir. On a pu mesurer qu'ici, il y avait de façon concomitante à la fois l'ouverture vers des perspectives économiques réelles et en même temps
par effet induit ou par rétroaction, sauvegarde d'un environnement exceptionnel. Le parc naturel régional de l'Aubrac devrait décrocher dans 1 an environ sa labellisation. Ce sera alors au tour des amis du Vercors d'aller fêter ensemble l'événement sur leur terre. C'est peut-être la clé de nos futurs déplacements. La 4e édition des Journées Hydrogène vient d'avoir lieu à Grenoble. 300 chercheurs, entrepreneurs et hommes politiques se sont réunis autour d'une cause, améliorer cette technologie et surtout permettre son développement. Cédric Picot, Dominique Bourget. Et voilà, on est parti. 350 km d'autonomie. Voici la voiture zéro émission Made in France. Un véhicule utilitaire électrique de série équipé d'une pile à combustible et d'un réservoir d'hydrogène. Ce système développé à Grenoble permet de doubler l'autonomie du véhicule. Il pourrait très bientôt trouver d'autres applications. Tous les véhicules qui auront des usages extrêmement intensifs sur plateforme électrique pourront effectivement recevoir cette technologie afin de tripler leur autonomie et surtout d'avoir un temps de recharge de moins de 5 minutes pour repartir en usage. Un plein qui se fait sur 7 pompes. Un de ces équipements est déjà en service sur Grenoble. Il alimente une flotte de 25 véhicules utilitaires destinés au déplacement dans l'agglomération. C'est l'expérimentation Highway, démarrée il y a 1 an. Elle permet de coupler l'usage des voitures à la mise en place de stations de recharge. C'est toujours le problème de la poule et l'œuf. Est-ce qu'on met l'infrastructure ou est-ce qu'on met les véhicules? Et il manque toujours l'un quand il y a l'autre. Donc là, avec ce système et ce concept qu'on a incarné dans le projet Highway, les véhicules et les infrastructures sont arrivés simultanément, ce qui permet d'avoir une optimisation en fait, de l'utilisation, du taux de charge en fait, des stations. Déployer l'hydrogène par le biais de flottes de véhicules professionnels, c'est la méthode française. Ce modèle, développé en Rhône-Alpes, devrait se reproduire dans une centaine de villes dans les 2 ans. Il pourrait même s'appliquer au vélo. Voici la première bicyclette à hydrogène du monde, 100 km d'autonomie après 2 minutes de charge. Votre vélo n'est jamais immobilisé pour une recharge de batterie, comme par analogie au vélo électrique à batterie. Et donc, les gens qui font de la livraison en centre-ville, les gens qui font du déplacement de personnel d'administration ou d'entreprise, ces gens qui ont besoin de vélos toujours dispo à tout moment de la journée vont être intéressés par cette technologie. Une technologie qui ne demande qu'à se répandre. D'après certains experts, la France pourrait compter 800 000 véhicules à hydrogène d'ici à 2030. À Grenoble, toujours, le collège Munch est le seul établissement de l'académie à accueillir une section destinée à des enfants déficients visuels. Aujourd'hui se posait la question de leur avenir professionnel et de leur vie d'adulte. Les enfants ont pu rencontrer des aveugles ou des malvoyants dans leur vie active. Une expérience édifiante. Florine Eba, Jean-Christophe Solari. Cette journée, ils l'attendaient tous avec une grande impatience. Enfin la rencontre, celle qui vient concrétiser leur projet. Pour ces jeunes, une preuve que même déficients visuels, on peut mener la vie qu'on s'est choisie. Dominique Bréard, 48 ans, je suis avocat à Paris. Plutôt une belle réussite pour Dominique, aveugle de naissance. Comme lui, 3 autres déficients visuels sont venus parler et échanger avec les jeunes sur leur métier ou leur vie quotidienne. Les enfants parlent de leur métier, mais de leur quotidien. Les filles demandent comment font les jeunes femmes pour se maquiller le matin sans s'en mettre plein les yeux. Les garçons demandent aux hommes s'ils se coupent en se rasant, etc. Des questions certainement anodines pour un valide, mais lorsqu'il s'agit de leur fonction, un avocat, une bibliothécaire, une monitrice d'équitation ou même un traducteur de romans, c'est pour ces jeunes une vraie révélation. Ça m'a apporté de la confiance en moi et dans la vie quotidienne, j'ai appris que c'était pas forcément être chirurgien ou pianiste, on pouvait faire d'autres métiers. Avoir un maximum d'autonomie, aller au bout de ses envies, même si, ils le savent déjà, leur route sera parfois délicate. Comme leurs aînés, ils ne devront rien lâcher. Souvent, on va leur dire, comme on m'a dit, bah non, ça tu peux pas faire, ça c'est pas possible, bah non, ça tu peux plus faire, le fait d'avoir perdu la vue et au contraire, tout est possible. Il y a beaucoup de choses qui sont envisageables avec des aménagements, avec des adaptations, avec de temps en temps un petit coup de main de quelqu'un, mais
il n'y a pas de portes qui sont fermées. Il faut leur montrer que la porte entrouverte, il faut savoir de temps en temps la bousculer et puis ça se passe, quoi. Après cette journée, avec ou sans chien, avec ou sans canne blanche, la plupart de ces adolescents ont pris conscience qu'ils pourront avoir une place, un rôle actif dans la société s'ils le décident. Et nous ouvrons maintenant le troisième volet de notre série consacrée à l'école du Grand Châtelet dans le quartier de l'Abbaye à Grenoble. Cet établissement met l'accent depuis 10 ans sur la création de films comme moyen pédagogique pour le bien-être des enfants. Une expérience passionnante qui leur permet d'apprendre le sens des images. Jean-Christophe Pain, Yves Marilot et au montage, Asdine Kebapti. Il était une fois dans l'Est grenoblois, le quartier de l'Abbaye. Italiens, maghrébins, gens du voyage s'y sont enracinés. Dans ce quartier populaire, une école. Pas vraiment comme les autres. À l'école du Grand Châtelet, on apprend différemment. Ici, on regarde les films, puis on les fait. Après le tournage, on fait le montage. Le montage, c'est l'étape cruciale du film. Alors, là, voilà, vous avez un dossier où à l'intérieur, il y a tout ce qu'on a filmé. Ok ? Donc il va falloir les mettre dans l'ordre. Ici, c'est le moment fatidique où l'on choisit ce que l'on garde sans perdre de vue que le film doit raconter une histoire. Un sacré travail sur le sens. là, pourquoi on a écouté ? C'est pour savoir de quoi parle l'interview. On va pas mettre des choses qui n'ont rien à voir avec, le fond, le sens de l'interview. Appuyez sur lecture. Et dès que tu entends action, tu mets stop. Il faut beaucoup de patience à Sandra pour ne pas prendre les commandes à leur place, pour les laisser faire par eux-mêmes. Eh oui, c'est ça le montage, hein, Tatiana. C'est qu'on va écouter 150 fois la même chose. 150 fois. À la fin, tu le connais par cœur. Pour moi, ce qui était difficile, c'était où il fallait couper au bon moment, où il fallait placer les images correctement. On peut pas le couper, ça. Tous les ans, depuis 2005, chacune des 11 classes du Grand Châtelet réalise son propre film. Expérience unique pour chaque élève, de la maternelle au CM2. Parce qu'on est un peu la seule école à Grenoble qui fait du cinéma. Du coup, ça nous prend un peu de temps, mais au final, à la fin de l'année, on est fiers parce qu'on se dit on a pu travailler sur un film, ou par exemple, quand plus tard on sera grand, on aura envie de travailler sur la télé ou quoi, ou faire du montage. Ça te donne envie, toi, Maria? Non, pas trop. Pourquoi? J'ai pas envie d'être actrice. Bonjour à toutes et à tous. Un couturier hors du commun nommé Lorenzo nous présente sa collection du printemps. Au début de l'année, on regarde des films, on regarde des reportages pour voir justement l'orientation, des distinctions entre les reportages qui parleraient du même sujet et qui ne sont pas du tout faits de la même manière. Et là, c'est un peu en faisant qu'ils se rendent compte qu'on peut manipuler et qu'on peut faire ce qu'on veut. Ils écrivent le script, ils participent à toute la conception à l'arrière, donc ils nous expliquent, ils ont les termes. Quand on va au cinéma, ils n'ont plus la même façon de regarder les choses. Dans ce quartier de l'Abbaye, le projet cinéma a aussi contribué à restaurer l'image de l'école auprès des familles, à rétablir un climat de confiance au sein d'un établissement menacé de fermeture. Ça a permis aussi à des parents qui ne connaissaient pas l'école de venir et d'inscrire leurs enfants pour l'audiovisuel. Auparavant, nous, on nous disait toujours le Grand Châtelet, jamais de la vie, je mettrai mes enfants. La soirée se termine avec la parade de tous les artistes. En 10 ans, les élèves du Grand Châtelet ont réalisé plus d'une centaine de films. Certains ont été remarqués et cette pédagogie reconnue comme innovante. Mais le projet ne sera pas reconduit en septembre 2016. La ville de Grenoble n'a pas réussi à trouver d'accord avec les enseignants sur l'évolution du poste d'animation audiovisuelle. Fini le cinéma au Grand Châtelet, place au théâtre désormais. En route pour de nouvelles aventures.
L'histoire des thermes d'Aix-les-Bains racontée aux curieux. Depuis le mois de mai, le service Ville d'Art et d'Histoire organise des visites qui racontent des anecdotes étonnantes sur le passé des thermes de la cité savoyarde. Un voyage dans le temps qui va se poursuivre jusqu'au mois d'octobre. Aurore Trespeux et Franck Serroni. Vous voyez derrière la piscine froide surélever la base, le sol d'une autre piscine et vous voyez qu'il repose sur des petites colonnes. Quand vous voyez ces colonnes, c'est le système de chauffage, c'est l'hypocauste. Cela fait 9 ans que les thermes d'Aix-les-Bains ne sont plus visités. Dès juillet, ils seront à nouveau ouverts au public. Ce bâtiment des thermes a une particularité, c'est qu'il concentre dans le même bâtiment l'ensemble des différentes époques de l'histoire thermale de la ville, depuis l'époque thermale, donc l'ex-romaine, jusqu'à aujourd'hui. Labellisée Ville d'Art et d'Histoire en 2014, Aix-les-Bains présente son patrimoine aux curieux sous 2 formes. De longues balades ou des visites flash d'1 heure appelées bulles. Après un passage par l'Antiquité, le voyage dans le temps se poursuit au XIXe siècle, dans les palaces de la ville d'Eau. La démarche de la visite, c'est toujours d'aborder un petit peu l'évolution, l'histoire, et puis ensuite de faire comprendre que c'est des lieux qui sont faits pour accueillir, donc c'est des lieux qui bougent, ils évoluent dans leur décoration. Après la Seconde Guerre mondiale, ces palaces ont été transformés en copropriété. Seules les parties communes des anciens hôtels peuvent être visitées. Au Splendide, l'esprit belle époque du hall d'entrée a parfaitement été conservé, tout comme chez Maryse, l'une des nouvelles propriétaires. Je vous ouvre le bar. Si vous voulez, il fallait plaire aux Anglais. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un parement d'acajou avec des filets d'amarante, de citronnier. Et on a surtout rappelé le décor du hall d'entrée du Splendide qui représentait le printemps et l'automne. La découverte d'Aix-les-Bains à travers les époques se terminera le 29 octobre. Et on passe à la culture physique. Depuis une dizaine d'années, les Monkeys de Grenoble pratiquent en club et en compétition l'Ultimate Frisbee. C'est la version sport de ce loisir de plage venu des États-Unis. 4 des Monkeys font d'ailleurs partie de l'équipe de France, qui est la 3e nation au niveau mondial. Un sport encore confidentiel, mais qui commence à faire des émules. Frédéric Lefrançois, Grégory Lespinasse. Le frisbee, ça peut ressembler à ça. Un petit échange pépère, entre amis, à toi, à moi, sans stresser. Et puis, il y a la formule sport. Et d'un seul coup, ça prend une autre tournure. 2 équipes de 5 joueurs face à face. L'enjeu, faire progresser le frisbee par un jeu de passe jusqu'à l'embut. C'est ça, l'Ultimate Frisbee. Une fois qu'on a le frisbee en main, on ne peut plus bouger. On a seulement un pied de pivot. Et vos coéquipiers évoluent autour de vous pour se démarquer et donc chercher des passes. On a une durée limite pour lâcher le disque en fait. Un défenseur vient sur vous, compte 10 secondes et si au bout de 10 secondes vous n'avez pas lâché le disque, la possession est perdue et passe à l'équipe adverse. L'explosivité en premier. Et la capacité à enchaîner les sprints de manière répétée. Voilà pour les qualités physiques nécessaires si l'on veut briller en ultimate. Après, il reste la dextérité dans le lancer. Car l'air de rien, dans de bonnes mains, le disque de 175 grammes autorise un paquet de trajectoires, plus ou moins directes, avec des effets brossés pour mieux se décaler. Du coup, dans l'équipe, chacun a une spécialité. En France, on a encore les profils handlers, donc c'est ceux qui distribuent un petit peu le jeu, les profils des coureurs ou des middle dans notre jargon, et du coup avec des attaquants et des défenseurs, selon les capacités un petit peu des gens. Et aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus... tout le monde est capable de tout faire. Les USA, où l'Ultimate a déjà une ligue professionnelle, avec des matchs dans des stades retransmis à la télévision.
En France, on n'en est pas encore là. L'Ultimate Frisbee reste confidentiel malgré la 4e place acquise par l'équipe tricolore lors des derniers mondiaux, ce qui en fait la première nation européenne. Voilà, un petit air de vacances que l'on va souhaiter longue et belle à Jean-Michel Curcio, l'homme à tout faire de France 3 Alpes, qui nous quitte après plus de 30 ans de service. Et je m'associe à tout le personnel de la rédaction pour lui dire merci Jean-Mi et bon vent à toi. À suivre les prévisions météo, l'édition nationale. N'oubliez pas, soir 3 vers 23h avec son supplément régional. À bientôt.